Cet automne, l'art britannique est à l'honneur en France. Au musée Jacques-Marandré avec l'exposition consacrée à Fuseli, au musée de la piscine de Roubaix avec une manifestation consacrée à William Morris, et enfin au Petit Palais avec l'exposition consacrée à Walter Sickert, peintre qui a beaucoup aimé la France, mais que la France, hélas, ignorait jusqu'ici. Mais l'on peut espérer que grâce à cette exposition, tout cela va changer. Walter Sickert est un peintre britannique, même si son père était d'origine danoise, mais il a beaucoup travaillé en France, il a beaucoup aimé la France et il a été influencé par les peintres français. À ses débuts, Sickert hésite entre deux carrières artistiques possibles. D'une part, le métier d'acteur qu'il a exercé pendant plusieurs années, d'autre part, la peinture, comme son père. Mais finalement, ce sera la peinture qui l'emportera. Et le premier maître auprès duquel Sickert fera ses études n'est autre que Whistler. Whistler, peintre américain établi à Londres après un rapide passage par la France. Les premières œuvres que peint Sickert révèlent clairement l'influence de Whistler dans sa façon surtout de peindre les paysages. Et également, c'est avec Whistler que Sickert se rend à Dieppe. Dieppe, ville qui restera longtemps pour lui une source d'inspiration. Donc ses premiers essais en peinture sont placés sous le signe de Whistler, avec une peinture très légère dans sa touche, avec une matière picturale très diluée. Et peu après, Sickert fera la connaissance d'un autre peintre qui aura également une grande influence sur lui. Il s'agit de Degas. Ces deux influences principales vont se combiner tant pour la technique que pour les sujets abordés. Et voilà comment Sickert naîtra en tant que peintre à part entière, sous ces deux influences, dont il se dégage peu à peu pour trouver sa véritable voie. En avril 1883, Whistler envoie Sickert porter à Paris son portrait de la mère de l'artiste, qui doit être exposé au Salon. Il munit son jeune disciple de 2 lettres de recommandation, l'une pour Manet, qui meurt quelques jours plus tard, l'autre pour Degas, qui éprouve une grande sympathie pour lui. 2 ans plus tard, Sickert revoit Degas à Dieppe et se lie véritablement d'amitié avec son aîné. Sous l'influence de Degas, il adopte de nouveaux sujets, champs de course, cirque, plage remplie de vacanciers à Dieppe, et surtout, sa technique évolue. Sickert était déjà insatisfait de l'enseignement de Whistler, qui l'incitait à peindre vite, sur le motif, en une seule séance, sans laisser à la peinture le temps de sécher. Et au contraire, sous l'influence de Degas, il se met à travailler davantage en atelier, à partir de dessins préparatoires pour des compositions plus réfléchies, plus détaillées, avec une matière plus épaisse et peu à peu une plus grande palette de couleurs. Cette véritable voie, il la trouvera notamment en allant peindre dans les théâtres. Degas, bien sûr, a beaucoup peint à l'opéra, il a peint les danseuses surtout, mais il a peint aussi l'orchestre de l'opéra, un peu, quelquefois des chanteurs, mais surtout des danseuses sur scène. Sickert, lui, choisit de peindre les music-halls londoniens. Et il commence par peindre ce que voit le spectateur, c'est-à-dire les artistes sur scène, quelquefois de manière tout à fait frontale, avec des cadrages relativement simples, mais très vite, il se rend compte qu'il peut innover, qu'il peut trouver sa propre voie en tournant son regard vers d'autres parties du théâtre, en s'intéressant aux spectateurs, en tournant le dos à la scène et en ne montrant plus que, de préférence même les spectateurs du poulailler, perdus dans l'ombre, ou alors en regardant le bord de la scène, en profitant du fait que ces musicals londoniens ont souvent leurs parois ornées de miroirs, et Sickert invente peu à peu des compositions de plus en plus complexes, avec tout un jeu de reflets, où le chanteur, la chanteuse qui est sur scène n'est plus vue de face, mais c'est son reflet qu'on voit dans un miroir, ou alors ce sont également les spectateurs qu'on voit se refléter dans un miroir, avec des compositions de plus en plus audacieuses qui bientôt englobent aussi la forme des balcons du théâtre, forme toujours sinueuse, que Sickert sait utiliser, là encore, dans des compositions qui parfois désorientent le public, puisque le regard du spectateur que nous sommes face à la toile ne sait plus forcément très bien à quel endroit du théâtre il se trouve.
Sickert fait cela donc dans des musicals londoniens essentiellement, un peu en France aussi, il a fait quelques peintures de théâtre français, et même dans un cinéma, puisqu'il lui est arrivé de peindre le public dans la pénombre d'une salle de cinéma, puisque contrairement aux salles de théâtre où on laissait les lumières allumées, les cinémas sont bien sûr des salles obscures, avec d'autres effets encore, non plus les spectateurs du poulailler vus en contre-plongée avec l'éclairage indirect de la scène, mais cette fois des spectateurs vus dans l'ombre avec pour tout éclairage ce qui vient de l'écran. Sickert fit des séjours réguliers à Dieppe du début des années 1880 jusqu'aux années 1920. Sa mère y avait jadis été élève d'un pensionnat et lui-même y passa plusieurs étés dans son enfance. À la fin du XIXe siècle, Dieppe est une station balnéaire très à la mode où se croisent artistes et intellectuels. Sickert y découvre de nouveaux sujets pittoresques liés à la topographie de la ville. Alors que Whistler lui faisait peindre des vues assez floues, Sickert se tourne vers la représentation plus précise de bâtiments ambitieux comme l'Hôtel Royal avec sa grande façade blanche. Il a d'ailleurs peint un cycle de 6 grandes peintures, 6 grandes vues de Dieppe pour décorer l'hôtel de la plage, et on sait que le commanditaire n'en a pas été content du tout. Et enfin, Sickert représente aussi des monuments historiques de Dieppe, surtout l'église Saint-Jacques, mais sans isoler cet édifice ancien, sans le couper des maisons modernes qu'il côtoie et l'enferme. Il subit aussi dans ses vues de Dieppe l'influence de Pissarro et du post-impressionnisme, avec plus de couleurs, plus de lumière dans sa peinture. À partir des années 1910, Sickert se met aussi à peindre des paysages ruraux, des environs de Dieppe, et dans les années 1920, ce seront plutôt les cafés et le casino de Dieppe qui l'attireront. Sickert se rend ensuite à Venise, qui marquera un tournant dans sa carrière. Il y trouve un sujet évidemment de peinture de paysages urbains. Il multiplie les vues de la cathédrale Saint-Marc, souvent des vues tout à fait frontales, où la cathédrale obscurcit, emplit tout l'espace du tableau, touchant même les cadres, sous des éclairages variés, qui font presque penser aux variations de Monet sur la cathédrale de Rouen. Cela dit, les variations que Sickert fera sur une cathédrale, ce sera plutôt à Dieppe, toujours cette ville qui lui restera chère, avec toute une série de représentations d'églises, sous différents angles, avec des angles là sans doute plus variés que ce que Monet a pu faire, mais on voit bien que Sickert creuse ce sillon du paysage urbain, avec la représentation d'un édifice médiéval dont il ne représente pas forcément le détail de façon très précise, mais dont il cherche à rendre les effets variés selon l'atmosphère, selon la couleur du ciel et le degré d'ensoleillement. Pour en revenir à Venise, ce n'est pas seulement le lieu de paysages urbains, mais c'est aussi l'endroit où Sickert approfondit son art du portrait, sa façon de représenter le visage humain. Même si le portrait de commande n'a jamais été quelque chose qu'il pratique énormément, ou du moins avec beaucoup de plaisir, à Venise, il se met à peindre des femmes de milieu populaire, à la limite de la prostitution, et surtout, il commence à les peindre de manière qui n'est pas du tout celle du portrait, puisque on ne reconnaît plus les traits du visage, on reconnaît une silhouette, on voit un corps assis ou debout, ou allongé, mais le visage, lui, s'estompe complètement. Les traits du visage sont oubliés, comme si là n'était pas l'essentiel, comme si la peinture pouvait aller au-delà de la représentation du physique, des traits physiques du visage. Et à Venise, toujours donc avec l'idée de représenter des personnages qui sont plus ou moins des prostituées, Sickert s'avance sur une voie qu'il développera plus tard, la voie du nu, avec déjà à Venise, il choisit de composer des groupes qui associent un personnage, plus ou moins une femme nue et une femme habillée assise à côté de lui. Quelquefois, la femme habillée est tronquée par le cadre et c'est surtout la femme nue qu'on voit dans une position tout à fait révélatrice.
Et c'est cette expérience que Sickert mettra à profit peu après, lorsqu'il va se lancer dans une grande série de nus, réalisés cette fois en Angleterre, des nus qui ne doivent pas tant que ça finalement à Degas, qui est aussi le maître du nu, comme Sickert a pu en subir l'influence. Ce sont autant Degas, lui, essayait de représenter des nus acceptables par la morale de son temps, puisqu'il s'agit de femmes dans leur intérieur, avec un côté voyeuriste, mais en tout cas, il s'agit de femmes respectables, qui sont surprises à leur toilette. Chez Sickert, là, il s'agit plus nettement, plus vraisemblablement, de prostituées qui attendent le client dans un intérieur un peu sordide, avec une sorte de lit en cuivre qui se retrouve d'une image à l'autre, avec une nudité qui n'est pas celle de la femme sortant du bain, mais une nudité qui est celle de la prostituée qui a gardé ses bas, mais qui est nue pour tout le reste, et qui est en attente, qui est plus ou moins vautrée sur le lit, qui est son outil professionnel. Et après toutes ces représentations de nus, que Sickert décline dans des positions très variées, il lui vient à l'esprit d'adjoindre à la prostituée son client, le sujet devient encore plus scabreux, et non content de représenter un homme habillé avec une femme nue, la prostituée son client, Sickert imagine aussi des rapports tendus entre ces deux personnages, des rapports qu'on devine possiblement violents, et il lui vient même à l'idée de reprendre le titre d'un fait divers qui a défrayé la chronique à Londres à l'époque, le meurtre de Camden Town, et il attribue ce titre à ses œuvres, comme si la prostituée allongée sur le lit n'était plus simplement une travailleuse du sexe, mais la victime d'un crime, comme si la femme qu'on voit allongée sur le lit venait d'être assassinée par le meurtrier qui se trouve à côté d'elle. Et donc Sickert décline ce thème. Il y a même eu des théories pour le soupçonner d'être Jack l'Éventreur en personne. Et ce sujet de l'affrontement de l'homme et de la femme se retrouve dans une peinture qui est une des... peut-être chef-d'œuvre est un grand mot, mais disons l'une des dates importantes dans la carrière de Sickert, une peinture qui s'appelle Ennui, en français dans le texte, qu'il a décliné là aussi sur en plusieurs exemplaires, où l'on voit un couple réuni dans un salon assez étroit, avec l'homme fumant un cigare à table, homme relativement âgé, et une femme visiblement plus jeune qui lui tourne le dos, qui a l'air de s'ennuyer ferme, comme le titre le dit, qui s'appuie au buffet qui est derrière l'homme. Et cette scène, d'ailleurs, n'est peut-être pas sans évoquer certains tableaux de Degas, là encore. Degas a peint des tableaux qui s'intitulaient Bouderie, ou alors il y a aussi un tableau de Degas qui s'intitule Intérieur ou le viol, et on retrouve le thème de la relation violente entre l'homme et la femme dans un contexte sexuel. Là, avec Ennui, il n'y a pas de sexualité ouverte, la femme est habillée, on ne sommes plus chez une prostituée, mais il y a un climat de tension que Sickert arrive magistralement à rendre. Dans les dernières décennies de sa carrière, Sickert se met à utiliser la gravure et la photographie de manière particulièrement innovante pour son temps. Les peintres ont depuis longtemps découvert l'utilité de la photographie comme support, comme base d'inspiration, mais Sickert détourne ces deux médiums de façon assez intéressante, puisque d'une part il propose des réinterprétations de gravures du XIXe siècle qu'il transforme en scènes colorées, peintes, avec évidemment une facture tout à fait différente de ce que pouvait donner la gravure, mais il procède aussi beaucoup à partir de photographies trouvées dans la presse ou de photographies d'acteurs. Car Sickert, qui avait commencé comme comédien, revient à ses premières amours et s'intéresse cette fois beaucoup aux grands acteurs shakespeariens notamment, de son temps, des années 20, des années 30. Et pour les peindre, il s'inspire non pas de ce qu'il pourrait voir sur scène en direct, mais de photographies prises de ces mêmes acteurs,
qu'il réinterprète, qu'il colorise en quelque sorte, puisqu'il s'agit forcément de photographie en noir et blanc, et qu'il recadre, qu'il recompose à sa guise. Il y a toute une série de toiles inspirées par des pièces de Shakespeare, à travers des photographies. Il y a une actrice en particulier qui porte le nom gallois de Gwen Framson Davies, dont il a tiré plusieurs portraits dans plusieurs pièces, sinon de Shakespeare, du moins de ses contemporains. Le procédé de la photographie de presse réutilisée lui inspire aussi des portraits des différents monarques britanniques. Et parfois ce sont aussi des anonymes qu'il reprend ainsi. Il y a une superbe toile qui représente les adieux d'un mineur à son épouse, où on voit aussi une mariée qui quitte la noce, autant d'images que Sickert a conçues à partir de photographies. Également, d'après une photographie, l'une des dernières toiles auxquelles il se consacre représente, assez curieusement chez lui, un sujet biblique, la résurrection de Lazare, et c'est à partir d'une photo qu'il a réalisée dans son atelier avec son épouse, et quelquefois avec la contribution de figurants, que Sickert réalise ses photographies dans un contraste de lumière et d'obscurité tout à fait net, et une fois les photographies prises, il les transpose sur toile, là encore dans plusieurs versions, et il donne un relief tout à fait neuf à un sujet classique, la résurrection de Lazare, à partir de la photographie, à partir de cadrages également audacieux. C'est un format étroit et tout en hauteur que Sickert utilise pour cette toile. Tout au long de sa vie, Sickert n'a cessé d'interroger son propre visage pour tenter de traduire visuellement la complexité de sa personnalité, ses différentes humeurs, autant que ses changements d'apparence physique. Après avoir été vers 1900 l'un des peintres britanniques les plus avant-gardistes, il est bientôt distancé par les adeptes anglais du cubisme et ses autoportraits témoignent de la fragilité de ce statut. Tantôt plein d'une assurance factice lorsqu'il se dépeint en jeune premier d'une troupe de théâtre, tantôt à l'abri de lunettes qui cachent son regard et, se dissimulant presque derrière le buste d'un boxeur, Sickert exprime son isolement et sa combativité. C'est aussi en serviteur de Lazare que Sickert choisit de se représenter sur un de ses derniers autoportraits dans lesquels il se plaît à refléter l'évolution de son apparence physique qui a changé au fil des années au gré de sa pilosité faciale, et on retrouve aussi le côté acteur de Sickert qui aime à se mettre en scène, à donner de lui une image toujours différente, et c'est cette variété de l'image, qui n'est pas seulement son image personnelle, mais également la variété de ses manières de peindre, variété des sujets, qui fait tout l'intérêt de la carrière de Walter Sickert. Eh bien, merci mon cher Laurent Bury pour cette explication de l'exposition de Walter Sickert pour notre chaîne YouTube Culture Franco-Britannique.